Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Yasmine Douedi. Je suis fondatrice et organisatrice du Risque Summit et de la société Risk Intel. Et c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour cette journée d'échange et de débat. En quelques mots, le Risque Summit est la journée parisienne de la gestion des risques avec une approche pluridisciplinaire, mais c'est également l'une des étapes du World Protection Forum. Aujourd'hui, nous allons croiser les regards et les savoirs d'experts français et internationaux issus du monde privé, public, de l'éducation, mais également de la recherche. Le thème de cette journée est celui de la gestion des risques à l'ère post-Covid. Je dois vous avouer que lorsque nous avons choisi cette thématique, nous souhaitions indiquer qu'une fois le Covid passé, il était important de prendre les leçons de la pandémie, mais également de se préparer aux crises à venir. Nous ne nous attendions pas à ce que l'actualité internationale nous emboîte si vite le pas. Aujourd'hui, nous aurons 5 tables rondes thématiques et un concours start-up. Comment faire face aux défis de la cybersécurité? Comment organiser la résilience de son entreprise? Comment mettre en place de l'OSINT dans sa stratégie de défense? Et comment faire face au cyberespionnage? Nous aborderons toutes ces thématiques et bien d'autres encore. Je tiens à remercier mon équipe, mais également les sponsors et les partenaires qui, sans eux, n'auraient pas pu justement voir le jour de cette journée. Je vous invite à me rejoindre chaleureusement pour accueillir sur la scène notre première table ronde, dont la thématique est pilotage des risques cyber, quel dialogue entre le comité de direction et les acteurs spécialisés en cybersécurité. J'invite Hélène Chinal, responsable de la transformation chez Capgemini, pour modérer cette table, ainsi que son panel de speakers. Bonjour, ravi d'animer cette table ronde. Je vais peut-être commencer par présenter les personnes qui font partie de cette table ronde. Donc d'abord Driss Yacoubi, qui est consultant chez Capgemini. Fanny, que vous allez tous reconnaître puisque c'est la seule femme de cette table ronde qui est General Manager de Yogosha. Je suis désolée, je suis très sensible, en particulier dans cette semaine de la journée des droits internationaux de la femme, sur la présence féminine sur scène qui est respectée aujourd'hui. Maxime Cartan, qui est cofondateur et président de Citadel, Cybersécurité, et Christophe Gomard, qui est le groupe directeur pour la sécurité chez Unibail Rodamco Westfield. Je propose de démarrer tout de suite par la première question que je poserai à Driss. Y a-t-il une actualité marquante en termes de cybersécurité que vous aimeriez partager avec nous? Tout d'abord, bonjour à tous et merci Hélène pour cette introduction. J'aimerais commencer en parlant du conflit entre l'État ukrainien et l'État russe. Donc, comme vous le savez tous, depuis quelques semaines, l'État russe mène des opérations militaires contre l'État ukrainien. Ça a été largement couvert par les médias. Et j'aimerais simplement souligner un aspect qui a peut-être été moins mis en avant, et c'est la recrudescence ou la démultiplication des cyberattaques qui sont menées contre l'État ukrainien. L'idée étant de déstabiliser encore davantage le pays dans ce contexte-là. Et donc, ce fait montre à quel point la sécurité numérique, au-delà d'enjeux économiques pour les entreprises, a des véritables enjeux géopolitiques et étatiques, et qu'il est clé pour les États de se préparer afin de faire face à ces menaces de plus en plus présentes. Christophe, peut-être voulez-vous compléter? Oui, pour moi, l'actualité est marquée aussi par la digitalisation des entreprises, qui a largement augmenté grâce au Covid. Et on a vu en une année comment les entreprises se sont adaptées effectivement pour travailler à distance, et donc effectivement une recrudescence d'utilisation de tout ce qui est lié à l'Internet, tout ce qui est lié effectivement à la digitalisation. Et ça rejoint un peu ce que disait mon voisin de droite, c'est-à-dire que les cyberattaques sont d'autant plus aisées qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces moyens-là. Donc effectivement, pour les entreprises, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, et en tous les cas, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour des comités de direction, ou pour les boards, ou pour les comités de surveillance. Oui, je peux confirmer d'ailleurs dans ma fonction. Peut-être une deuxième question. Face à une recrudescence de cybercrise, comment établir un dialogue efficace avec le comité de direction et quelle méthode de gouvernance peut-on préconiser?
Fanny, si tu veux bien donner ton point de vue sur cet aspect. Oui, volontiers, merci et bonjour à tous et merci pour votre présence si matinale. Comment est-ce qu'on s'adresse à des dirigeants d'entreprise ? Eh bien, à l'aune de mon expérience chez Yogosha, je dirais qu'il y a 3 leviers majeurs que l'on peut activer pour aborder le sujet. Le premier, on vient de le faire, c'est l'actualité. Je pense qu'ancrer la discussion autour de l'actualité est un très bon angle. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça vient concrétiser le problème. Quand on vend de la technologie, on parle souvent en problème et en solution. Bon, là, le problème, il est assez évident. Donc, la solution qu'on apporte va être assez essentielle. Et surtout, aborder l'actualité pour, on va dire... rendre concrète notre approche et en retirer l'aspect fantasmagorique, d'accord ? C'est dire, ok, il y a une actualité, il y a des solutions et on peut concrètement vous aider en tant que dirigeant à protéger votre entreprise. Le deuxième axe, c'est le juridique. Je pense qu'il est essentiel d'amener la direction juridique autour de la table dès le démarrage de la discussion. Quand on vend du bug bounty, comme c'est le cas chez Yogosha, il y a encore une fois un certain nombre de fantasmes, un certain nombre d'inquiétudes qu'il convient de désamorcer dès le début. Et enfin, le troisième levier, je dirais que c'est les use cases, c'est mentionner les partenaires avec lesquels on travaille, l'écosystème avec lequel on travaille qui va venir également rassurer. Donc ces 3 leviers, ça parle de quoi ? Ça parle de pédagogie et ça parle de confiance aussi, qu'il s'agit d'instaurer avec le comité de direction avec lequel on discute. Peut-être, Maxime, voulez-vous compléter ? Oui, donc bonjour à tous, je suis ravi aussi d'être là avec vous ce matin. Bon, évidemment, je souscris totalement à ce qu'a dit Fanny. Peut-être juste 2 mots pour compléter. Déjà, avant de pouvoir parler à un comité de direction, il faut y être présent. Il faut être présent au comité exécutif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les grands groupes, hein. La présence du RSSI, du responsable cyber ou du risk manager dédié auprès du comité de direction. C'est très bien, ce n'est pas le cas dans tous les groupes. C'est moins le cas quand on descend la taille de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est le langage qu'il faut utiliser. On a trop souvent vu, historiquement, des éléments techniques, trop techniques, qui étaient présentés à des comités de direction, qui sont juste pas du tout opérationnels ou actionnables pour eux. Et donc, les éléments financiers et vraiment de gestion de risque sont cruciaux. Et le troisième élément que je voulais aborder, c'est en cyber, on a quand même une caractéristique par rapport à d'autres risques, c'est qu'on a une notion de menace, on a une notion de volonté offensive. Et en fait, tout part de la menace, c'est-à-dire qu'il faut être capable de démontrer la réalité de la menace aux dirigeants pour déclencher des actions. Et donc ça passe par de la sensibilisation et aussi, surtout, montrer des cas concrets, montrer des attaques sur des pairs, des victimes concrètes qui ressemblent à celles de l'entreprise dans laquelle on est, de manière à sensibiliser la direction et montrer qu'on n'est pas dans un risque éthéré. Bon, pour les grands groupes, évidemment, c'est plus facile et puis c'est d'autant plus important pour les ETI et les PME. Important, mais pas forcément plus facile, hein, de mon expérience. Peut-être une autre question pour toi, Driss. La cybercriminalité doit-elle être traitée comme un risque opérationnel classique, c'est-à-dire comme une sous-catégorie du risque opérationnel, ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène en tant que tel, d'un genre nouveau du coup, comment l'appréhender ? Pour cette question-là, si on se positionne du point de vue des équipes cybersécurité, le risque cyber doit être considéré comme un risque spécifique, il doit être analysé très finement et on doit mettre en place des actions correctives pour le diminuer. Et il faut simplement, entre guillemets, s'assurer que les méthodes utilisées au niveau des équipes cybersécurité soient homogènes avec les méthodes du reste du groupe pour assurer une cohérence globale. En revanche, si on se positionne d'un point de vue CODIR, le risque cyber doit être appréhendé au même titre que n'importe quel autre risque opérationnel, étant donné les impacts qu'ils peuvent avoir sur l'organisation. On a tous en tête des exemples d'entreprises qui se sont purement et simplement arrêtées de fonctionner plus ou moins longtemps suite à une cyberattaque. Et donc, il est clé de ne pas cantonner le risque cyber au périmètre DSI, et il est clé de lui assurer un sponsorship exécutif fort afin de le traiter de la meilleure façon qui soit et de le réduire au sein de l'entreprise. Et du coup, Fanny, quels indicateurs peut-on proposer pour mesurer l'exposition d'une organisation finalement à ce risque cyber ? Et quelle est la plus-value d'indicateurs pour un COMEX ?
Effectivement, je pense que la question de l'indicateur est primordiale. On parlait dans la démarche de sensibiliser, je pense que mettre des chiffres, mettre une évaluation objective vis-à-vis du risque, c'est très important. Alors, chez Yogosha, le nerf de la guerre, excusez-moi la métaphore, mais c'est la vulnérabilité. L'objectif, c'est de faire en sorte que des hackers éthiques identifient des vulnérabilités. Et donc, ça va être autour de ça qu'on va construire notre indicateur. Et on utilise, pour mesurer des vulnérabilités et pour les compter et les mesurer, on utilise un score qui est un score universel qui s'appelle le score CVSS. L'objectif de ce score, c'est de mesurer la criticité d'une vulnérabilité autour de concepts comme est-ce que la vulnérabilité est facilement accessible pour un attaquant, pour un criminel, ou est-ce qu'elle est facilement exploitable ? Donc l'idée, c'est de mesurer la criticité d'une vulnérabilité. Est-ce qu'elle est modérément critique, moyennement, extrêmement, etc. Donc ça permet déjà de se situer autour d'une notion de risque. Mais une fois qu'on a dit ça, pour un comité de direction, savoir qu'elle a eu par exemple en 3 mois de campagne 3 vulnérabilités modérées, une vulnérabilité critique, ça lui dit pas grand-chose. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir comparer ces chiffres à un référentiel, donc à des chiffres par secteur ou à des chiffres qui correspondent à des organisations de même taille. Et là, une organisation, une entreprise, une institution pourra se dire ok, j'ai eu tant de vulnérabilités à tel niveau de criticité, comparé à une organisation similaire, eh bien, je suis plus ou moins bien protégé. Et on peut avoir ici une idée du risque en termes de vulnérabilité. Pardon, moi je Driss ou Maxime. Je vais juste donc compléter. Bon, bien sûr, encore une fois, je suis d'accord avec Fanny. C'est très important d'avoir des indicateurs normés, formalisés et qui soient transverses à tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise pour pouvoir comparer et benchmarker. Nous, les indicateurs qu'on utilise sont des indicateurs qui sont éminemment financiers et assurantiels. Je pense que je vais m'arrêter, je donne quelques exemples parce que c'est important. Concrètement, quand on parle de risque cyber, il y a 3 facettes à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la fréquence de ciblage. Concrètement, c'est à quelle fréquence on va subir des tentatives d'attaque. Quelle est l'intensité de la menace sur l'entreprise. Ça peut être calculé par exemple en comparant le profil économique, financier, géopolitique de l'entreprise avec les centres d'intérêt des attaquants qui, concrètement, sur le terrain, mènent à bien des attaques en ce moment. Donc ça, c'est très dynamique. Vous avez compris que la menace cyber est extrêmement mouvante. Le deuxième indicateur, c'est celui auquel notamment participe Fanny, qu'on appelle la vulnerability en anglais, mais qui en fait peut être traduit plus précisément en français par les probabilités de succès de l'attaquant. Donc concrètement, on compare la capacité offensive de l'attaquant avec la capacité défensive de l'entreprise, en temps réel également, pour être capable de savoir quelles sont les chances qu'une tentative d'attaque se transforme en sinistre, en incident cyber. Et le troisième pilier, ça va être les tailles du sinistre, c'est-à-dire les tailles des pertes financières. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les impacts métiers, business qui vont arriver? Quand on a ces 3 indicateurs, quand on les mixe entre eux, on arrive à l'exposition annuelle de l'entreprise. Le problème, c'est qu'on sent bien qu'il y a une incertitude qui est inhérente au risque cyber. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, si une attaque va réussir ou pas, si on va subir des pertes financières ou pas, etc. Donc on est obligé d'utiliser un outil mathématique qui s'appelle les simulations de Monte-Carlo, qui permet en fait de simuler des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de cas spécifiques, des sortes d'années parallèles, si vous voulez, où chaque année, il va se passer quelque chose de différent. Et en agrégeant toutes ces simulations, on arrive à avoir des expositions moyennes annuelles et des indicateurs que les assureurs aiment beaucoup. Donc par exemple, ce qu'on appelle la value at risk, c'est-à-dire c'est une forme de pire worst case scénario, cas catastrophe, en enlevant vraiment les outliers, c'est-à-dire les cas très très particuliers. Et donc les assureurs regardent par exemple ce qui risque de se passer une année sur 200. Donc l'année sur 200, la pire, on regarde ce qui se passe et ça les intéresse beaucoup. Il y a aussi un autre indicateur important, c'est ce qu'on appelle le ROSI, le Return on Security Investment. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout investissement dans un chantier de cybersécurité, qu'il soit technique, humain, de gouvernance, etc., va permettre de réduire la vulnerability, c'est-à-dire les chances de succès de l'attaquant. Et donc, on sent bien que ça va également réduire le risque total de l'entreprise, qui est la combinaison des 3 facettes. Je donne un petit exemple pour finir là-dessus. On est intervenu dans un grand groupe qui avait mis énormément de solutions techniques de sécurité en place pour réduire
ses chances de succès de l'attaquant, ses vulnerabilities, et donc augmenter son niveau de défense. Sauf que quand on a mené à bien l'analyse avec eux, donc il faut outiller l'analyse parce que c'est quand même complexe à mener à bien, donc on travaille avec Capgemini et notre outil par exemple pour le faire. Quand on a fait cette analyse, on s'est rendu compte que il y avait un trou au niveau du plan de réponse à incident et du plan de continuité d'activité. Donc l'entreprise avait fait le travail de réduire les chances de succès de l'attaquant, mais quand l'attaquant réussissait, donc c'était très rare dans les simulations, les pertes financières étaient énormes, parce que justement il n'y avait aucun plan de continuité d'activité ou de réponse à incident. Et donc en fait, on s'est rendu compte que la priorité était plutôt sur cet aspect-là, et ça a redirigé une partie de la stratégie d'investissement de l'entreprise. Donc c'est ce genre de choses, prendre en compte les 3 facettes, c'est vraiment crucial. Il ne faut pas s'arrêter juste au niveau de défense, il faut aussi regarder l'ensemble du risque. Et du coup, Christophe, vas-y, complète. Juste pour synthétiser très rapidement, in fine, en termes de valeur ajoutée, pour un codir, le fait de disposer de tous ces indicateurs va permettre, d'appréhender les risques, le risque sous toutes ses coutures, et 2, identifier les stratégies pour pouvoir gérer ce risque, soit en optant pour un renforcement des capacités cyber ou en optant par exemple pour une cyberassurance. Et donc j'insiste particulièrement sur les indicateurs financiers dont tu as parlé, qui sont forcément un levier, qui sont finalement un levier très fort pour le codir, parce que d'une part, on sait dire quelle est l'exposition financière de l'organisation. D'autre part, on peut mettre tout ça en regard de l'effort nécessaire pour s'améliorer et réduire ce risque, et in fine tirer une notion de rendement de ces activités, ce qui est un levier extrêmement puissant et utile pour un codir. Et du coup, la question suivante est pour Christophe. Quels sont les freins justement pour mettre en place ce type d'indicateur pour un comité de direction? Moi, je n'en vois pas, mais alors évidemment, je parle à partir de ma boîte, donc Unibail-Rodamco-Westfield, dans laquelle effectivement le risque cyber est parfaitement pris en compte. Et quand je m'adresse aux autres gestionnaires du CRIST, aux autres patrons des risques d'entreprise, c'est un risque aujourd'hui qui est majeur et qui est considéré comme le risque numéro 1. Là où je ne rejoins pas tout à fait Maxime, c'est de dire que le RSSI doit partir au board ou au comité exécutif. Ce qui est certain, c'est que, ce qui n'est pas le cas dans notre boîte en tous les cas, mais en tous les cas, le comité exécutif est parfaitement conscient des risques, parfaitement conscient, puisqu'à chaque fois, il se fait faire un exposé briefé par effectivement le responsable ou la responsable RSSI pour savoir exactement les mesures qui sont prises. Donc il y a une vraie prise en compte d'indicateurs, une vraie prise en compte des risques, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le worst case scénario, comment est-ce qu'on peut y répondre, est-ce qu'on a bien pris toutes les mesures. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai risque pour une entreprise, c'est bien sûr la protection elle-même de l'entreprise, mais c'est également les prestataires, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels on est en contact, parce que pour être une boîte comme la mienne, Unibail-Rodamco-Westfield, est en contact avec une multitude de prestataires, ces prestataires ont un certain nombre de données qui en fait appartiennent à la boîte Unibail. Et si cette boîte-là est attaquée, en réalité, il ne faut pas penser uniquement à la défense de sa propre boîte, mais également à la défense de ses prestataires. Comment sont-ils protégés en termes cyber? Parce que les conséquences peuvent être très graves, alors que soi-même, en fait, on est bien protégé. Et on n'est pas seul dans un monde compliqué, et on le voit bien avec les Ukrainiens. On est tous partenaires, plus ou moins proches, mais en tous les cas partenaires. Et du coup, Driss, peut-être tu veux compléter? Moi, de mon côté, ce qu'on voit dans les différentes entreprises, c'est qu'historiquement, les analyses de risque sont faites manuellement par des équipes opérationnelles, souvent qui travaillent en silo, et au final, au moment de consolider, de partager les résultats au codir, on arrive à un résultat plutôt hétérogène qui complexifie la prise de décision. Et on observe aussi, Maxime en a parlé rapidement, une sorte de décalage entre les messages d'un côté qui peuvent être plutôt orientés technologie ou opérationnel versus une audience qui est plus axée stratégie, business, etc. Et donc, pour lever ces freins-là, on voit deux types d'actions prioritaires. Un, ce serait de réaliser un réel effort de vulgarisation ou de facilitation des messages en utilisant un vocabulaire qui soit entendable pour tout un chacun. Et 2, ce serait d'utiliser des méthodes d'analyse de risque qui soient homogènes et cohérentes au niveau de l'entreprise et qui soient aussi dynamiques. Je pense, on voit ici une réelle opportunité, par exemple, de s'appuyer sur des outils comme Citalid, de Threat Intelligence, qui permettent d'avoir une vue évolutive
au fur et à mesure que la menace change. Du coup, je me permets juste de compléter. Bon, merci d'avoir cité Citaïd, évidemment. Je suis complètement d'accord aussi avec ce que tu disais sur la partie supply chain ou écosystème de l'entreprise. C'est juste crucial. Et aujourd'hui, nous, ça ne nous arrive quasiment plus de faire une analyse au sein d'une entreprise sans inclure des prestataires critiques, des fournisseurs critiques dans l'analyse. Et ça va être finalement des points d'entrée de certains scénarios de risque, ou soit un point d'entrée parce que le prestataire est critique pour le métier de l'entreprise, et donc si il tombe, il ne peut plus faire son métier, ça engendre des impacts business pour le client, mais aussi des points d'entrée au sens connexion au réseau, avec évidemment potentiellement des scénarios de rebond. Juste un mot aussi, je pense qu'il y a un vrai problème de culture du risque en entreprise. C'est évidemment pas vrai pour toutes les entreprises, mais on est dans un univers de probabilité. Et à partir du moment où il y a un manque de compréhension du fait qu'on parle de probabilité, du fait qu'on est en train d'analyser des choses qui peut-être ne vont pas se réaliser, et donc que c'est difficile d'analyser si a posteriori on a raison ou pas dans le calcul des probabilités, c'est un message qui parfois est difficile à comprendre, à faire passer. Il n'y a pas juste le niveau de défense, il y a aussi la partie fréquence et taille de sinistre. oui, je vais me permettre de compléter plus dans mon rôle de modérateur, parce que vous parlez des prestataires et fournisseurs, mais il y a aussi les clients. Pour nous, chez Capgemini, c'est aussi un point important à intégrer dans l'écosystème de risque, tant vis-à-vis d'eux que eux vis-à-vis de nous. Voilà, je voulais juste compléter sur cet aspect. Du coup, question suivante pour Christophe. Comment mesurer le degré de vulnérabilité d'une organisation du point de vue de son écosystème ? On poursuit dans ce champ, c'est-à-dire des tiers à l'organisation, les fournisseurs, les sous-traitants, les clients. Et du coup, comment résoudre cette équation ? C'est un vrai sujet assez vaste. En réalité, non, mais il y a un dialogue déjà avec les RSSI de chacune de ces boîtes prestataires et de cet écosystème, comme disait Maxime. C'est absolument indispensable de discuter avec eux, de voir quel est leur niveau de protection. Alors après, est-ce qu'on peut jouer à des exercices communs, j'allais dire, en termes d'attaque cyber, une red team ou autre, de façon à voir les vulnérabilités de l'entreprise. Mais après, il y a une notion de confiance également entre partenaires, parce qu'effectivement, sans cette confiance, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. Après, c'est vrai que lorsqu'on a un prestataire, je pense à des prestataires qui ont des données, que ce soit des clients, comme vous le disiez à l'instant. Les clients, on les connaît pas forcément mieux, mais comme le prestataire, on regarde un peu plus quels sont les risques, ce qu'il a, enfin quelles sont ses faiblesses, comment il a travaillé, s'il a déjà été attaqué. Je veux dire, après, c'est un dialogue effectivement avec l'ensemble des clients de la boîte et l'ensemble des prestataires. Mais un dialogue impératif et une confiance évidemment. Et du coup, existe-t-il une typologie particulière d'entreprise devant se soucier plus particulièrement du risque cyber ? Par exemple, est-ce désuet je connais la réponse, de s'en soucier dans les TPE et les PME ? Pour les PME et TPE, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément une organisation dédiée, d'où l'intérêt de recourir à des prestataires extérieurs, dont il y a un certain nombre de représentants ici, pour effectivement demander un soutien. Parce qu'effectivement, avoir une organisation dédiée, je ne connais pas suffisamment l'environnement, mais je pense que c'est essentiellement les grands groupes. Dans les petites boîtes, les TPE ne sont pas les petites boîtes ni les PME, mais il y a moins d'organisations dédiées. En tous les cas, quand je dialogue avec elles, c'est très net. D'où l'appel à des prestataires extérieurs et des boîtes de conseil en termes de cyber-risque. Et du coup, Driss, t'en penses quoi ? Je vais dans le sens de Christophe, dans le sens où finalement ce qu'on voit, c'est que personne n'est épargné, que le risque cyber peut peser sur n'importe quel type d'organisation, qu'elle soit grande ou petite, publique ou privée. Et pour le cas précis des TPE-PME, étant donné qu'elles représentent 95% du tissu économique français et qu'elles sont souvent peu, voire pas préparées au risque cyber, elles constituent des cibles de choix pour les cyberattaquants. Et à partir de ce moment-là, il est clé pour ce type d'entreprise de considérer ce risque et de se préparer pour s'en prémunir. Je me permets juste d'ajouter rapidement quelque chose là-dessus. On parlait d'écosystème. Il ne faut pas oublier que souvent, un des points d'entrée des attaquants sur des grands groupes qui sont beaucoup plus sécurisés, c'est justement des fournisseurs, des clients ou des prestataires qui sont de taille beaucoup plus petite.
Donc c'est quasi aussi critique pour moi d'essayer de sécuriser ces acteurs-là que d'essayer de sécuriser des grands groupes, même si évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Et je me permets de compléter aussi, souvent, ce que tu dis est évidemment extrêmement justifié, néanmoins, ça peut parfois être un frein pour un prestataire, pour un provider, de servir un grand groupe. C'est parce que les certifications et les obligations en termes de sécurité sont disproportionnées. Donc il s'agit là de trouver le bon niveau pour que effectivement le prestataire accepte de jouer le jeu et se fasse peut-être tester et bon, que sa sécurité soit testée. Mais voilà, il faut trouver le bon niveau. Et du coup, si vous étiez membre d'un comité de direction, chacun de vous réfléchissant à la thématique de cybercrise, sur quel point particulier attireriez-vous l'attention de ce comité de direction ? Peut-être Christophe ? Alors déjà, je pense que s'assurer que le comité de direction est bien conscient des risques cyber. De mon expérience récente, ils le sont. À tel point, c'est qu'ils demandent à être assurés et à connaître les mesures de réduction du risque prises par la boîte. Et ils demandent des exemples. Ils demandent également à ce que dès qu'on a un nouveau projet, quelle est la partie protection cyber qui a été prise. Ils demandent bien souvent un plan d'action, quel est le plan d'action cyber que l'on a pris, avec différents niveaux atteints en réalité. Et on voit bien que pour une boîte comme la mienne, effectivement, on n'est pas encore au top, mais enfin, on a bien progressé en termes de cyberdéfense. Et en permanence, ce comité de direction doit s'assurer que les fondamentaux sont correctement suivis. Parce qu'il y a toujours une baisse, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un effort, il y a une attaque cyber dans un groupe proche, on se dit « waouh », on prend les mesures, et puis il y a une espèce de relâchement qui se passe. En fait, c'est tenir sur la durée. Et finalement, cet effort doit être permanent, parce qu'on n'en est pas tous convaincus. Je prends un exemple. L'autre jour, je devais présenter effectivement au comité d'audit de la boîte, en particulier les différents risques, sachant qu'on gère à peu près 15 risques identifiés. L'un des risques majeurs, c'est le risque cyber. Il existe bien d'autres risques, mais en tous les cas, le risque identifié comme majeur, c'est le risque cyber. Et bien en fait, bien souvent, ce comité d'audit dit en fait, on n'a pas le temps de devoir passer. Donc c'est la preuve qu'il y a à la fois une prise de conscience, mais en même temps, est-ce qu'on accorde suffisamment de temps à ce que le comité de direction ou le comité d'audit ou un comité de surveillance accorde suffisamment de temps pour écouter ce que les experts ont à dire sur ce sujet-là? Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Donner du temps aux experts pour vous expliquer quels sont les risques, quelles sont les mesures prises et ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faut investir? Parce que les petites dépenses que l'on va faire, bien souvent, évitent des grands fracas par la suite. Fanny, peut-être, tu veux compléter? Oui, volontiers. Je suis complètement d'accord avec toi, Christophe. Je pense que le risque cyber est effectivement à prendre peut-être un petit peu plus au sérieux que les autres. Néanmoins, c'est vrai que d'emblée, si j'étais membre d'un codir d'une grande entreprise, j'aurais envie de dire le risque cyber est un risque comme les autres. Et déjà, faisons une analyse de risque et mettons le sujet du risque à l'agenda de notre comité de direction, je ne sais pas, hebdomadaire ou mensuel. Et ensuite, je dirais voilà, où on en est d'un point de vue cyber. Maintenant, pour être complètement honnête, et en vous écoutant, je me dis, si j'étais dans un comité de direction, ce que je dirais sur le risque cyber, c'est qu'en fait, c'est un levier de compétitivité. Quand je t'entends, Driss, quand je t'entends, Maxime, j'entends rendement, j'entends performance financière, je me dis, en fait, mettre le sujet de la cybersécurité à l'agenda du comité de direction, c'est se garantir une forme d'avance et se garantir des performances et une compétitivité. Donc je pense que c'est le moment de le mettre à l'agenda. Et par ailleurs, je pense qu'il est très important d'avoir le sujet et de l'incarner sous la forme d'un RSSI dans un comité de direction. Donc si ce n'est pas encore le cas chez vous, je vous invite à le faire. Voilà, je dirais ça, je pense. Ouais, alors, je vais compléter aussi avec un point de vue personnel. Je pense que performance et résilience, plutôt que compétitivité. Parce que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y a un niveau de maturité de l'ensemble de l'écosystème sur le fait que c'est un levier de compétitivité, parce que la sécurité, c'est un risque, mais c'est aussi un coût. Donc, je ne suis pas sûre de totalement partager le sujet de compétitivité à date. Oui, mais comme le disait Maxime, l'idée, c'est d'anticiper une perte de revenus et d'éviter une perte de revenus. Donc, peut-être que la compétitivité se situe dans les économies que l'on fait en évitant une attaque et en
en se protégeant. C'est de la compétitivité préventive. Voilà, peut-être de la compétitivité préventive. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur la notion de culture du risque et des probabilités. C'est-à-dire c'est très difficile en effet de parler rendement quand on parle d'éviter des pertes financières. On en est tous conscients. C'est pour ça que la notion de ROSI a été inventée, Return on Security Investment, parce qu'on a bien conscience qu'on ne va pas faire gagner de l'argent. Mais en revanche, si finalement on en perd moins entre guillemets que ses concurrents, c'est un peu un levier de compétitivité. Je pense qu'on joue sur les termes, hein, mais je pense qu'on est tous d'accord. Juste, il y a un dernier point pour finir qui n'a pas forcément été évoqué, mais dont il faut parler, c'est la cyberassurance. C'est un des leviers de résilience de l'écosystème aujourd'hui. Et le marché, c'est extrêmement tendu. On est sur des conditions qui sont extrêmement détériorées du côté des assurés, parce que les assureurs se sont rendus compte que les premières conditions qu'ils avaient appliquées historiquement n'étaient pas rentables pour eux et n'étaient pas rentables à long terme. Et donc, c'est un vrai sujet à évoquer aussi en comité de direction et à rationaliser. J'en dis pas plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça c'est le vrai sujet, le sujet assurance. Je reconnais, puisqu'à chaque fois, on est obligé de plancher devant eux pour expliquer les mesures prises par la société dans le cadre de la protection cyber. Et c'est essentiel, parce que les coûts sont en train d'exploser. En fait, on a fini les questions qui étaient prévues, hein, et donc vous avez été extrêmement efficace dans vos réponses. On avait une grosse pression. Et du coup, je propose, avant de prendre des questions à distance, s'il y a une question dans la salle. Je vais descendre et prêter mon micro. On va improviser. Alors, qui a levé le... Bonjour, moi je suis Benoît Fuseau, je suis RSSI dans une banque et je suis aussi vice-président d'Uclusif, donc une association qui regroupe des experts en cybersécurité. Merci pour votre intervention. Moi je suis toujours étonné d'entendre tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé votre discours, Maxime, parce que je pense que vous êtes dans le vrai. Et le problème, c'est qu'on ne va pas assez loin et vos métriques semblent encore trop complexes. On parlait de maturité de cyber. Moi je travaille dans une banque et pourtant le risque, normalement, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas appréhendé. Mais cette notion de risque cyber, elle n'est pas du tout prise en compte. Et je vais vous donner 3 piliers qui sont pour moi mes chevaux de bataille. Et ça fait 5 ans que je travaille et c'est toujours pas mature. C'est les vulnérabilités, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on est constamment et on voit le nombre de vulnérabilités qu'il y a sur les éditions de logiciels qui n'arrêtent pas de croître. Je ne sais pas, suivez cet indicateur. Vous allez voir le nombre de vulnérabilités sur les logiciels qu'on nous met à disposition, il est terrible. Deuxième point, c'est les habilitations. Vous parlez de la maîtrise. Alors là, les maîtrises des identités. Moi, je ne connais pas une boîte qui sait me dire combien, ne serait-ce qu'elle a d'identités dans sa société. Donc, on parle des indicateurs qui sont extrêmement simples. Et le troisième point, c'est l'obsolescence. Je dis rien que déjà, si on corrigeait ces 3 points en permanence, déjà, on aurait fait des énormes progrès, quoi. Et juste pour finir, je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde devrait s'intéresser, c'est le cyberscore. Parce que là, on a un indicateur qui parle à tout le monde, avec le Nutri-Score et le cyberscore. On peut faire facilement la communication, comme vous l'avez évoqué, qui me semble essentielle. Et j'ai l'impression quand même que vous parlez quand même de maturité de grands groupes. Quand vous allez dans des TPE, PME, je vous entendais dire, oui, les organisations, déjà quand il y a quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, c'est déjà un grand mot. Donc voilà, je voulais juste apporter cette contribution. Alors, il n'y a pas de question, mais je vais réagir quand même. Merci. Non, mais je souscris complètement à ce que vous dites. Je voudrais juste qu'on comprenne bien ce que je disais, c'est-à-dire quand je parlais de vulnérabilité, en fait, c'est la traduction vulnerability d'un terme anglais qui n'a rien à voir avec les vulnérabilités au sens CVE et CVSS dont parlait Fanny. Quand je parlais de vulnérabilité, c'était plutôt les chances de succès de l'attaquant. Nous, notre propos, c'est de dire tous les indicateurs que vous avez cités et bien d'autres, mais déjà, en effet, si on arrivait à prendre en compte ces 3-là, ce serait bien. Ces indicateurs-là, pour nous, en tout cas notre expérience au sein des groupes avec lesquels on travaille, ils sont encore trop techniques. Alors, ils ont un intérêt, mais du point de vue du décideur, ils ne permettent pas de comparer le risque cyber avec les autres risques qui sont suivis d'un point de vue financier. Donc nous, notre propos, c'est de dire ces indicateurs-là, on va les prendre, on va les agréger et on va s'en servir pour modéliser la maturité défensive de l'entreprise et calculer du coup la fréquence et la taille de sinistre. Vous m'accorderez que fréquence et taille de sinistre, c'est quelque chose que normalement tout le monde comprend en comité de direction. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Je me permets de préciser que le cyberscore ou le cyber-rating, c'est évidemment essentiel. Nous, on le prend en compte comme un entrant, comme un input du modèle, mais c'est très incomplet, au sens où on ne voit que l'extérieur, le périmètre externe du réseau, ce qui est exposé à Internet, si on parle bien du même rating, BitSight, Security Scorecard, etc. Et donc, il faut forcément le compléter avec ce qui se passe dans le réseau
le côté humain, le côté gouvernance, parce que sinon on a une vision tronquée. Et c'est d'ailleurs l'erreur que beaucoup d'assureurs ont faite, de la bouche même des cyber rating agencies et des assureurs. Oui, bonjour, je suis Bernard Barbier, donc j'ai créé ma propre entreprise BB Cyber après pas mal d'années chez Capgemini. Christophe, je voudrais rebondir sur une réflexion que tu as faite. J'ai écrit des articles sur ce que j'appelle la sécurité 360 degrés. C'est lié en fait à mon expérience. Donc j'ai travaillé avec 30, 40, 50 grands groupes. Je connais bien la cyber du point de vue offensif aussi. Et puis je suis allé longuement en Israël il y a 3 ans. Et j'ai rencontré un certain nombre d'entreprises et j'ai été vraiment. Ils m'ont démontré la pertinence de cette approche, ce que j'appelle la sécurité 360 degrés. Dans ce que tu dis, Christophe, dans l'entreprise, j'aime pas digitaliser, je dirais numériser. En fait, le cœur de la maîtrise du risque, c'est finalement ce risque du numérique qui repose sur le RSSI, mais qui repose aussi sur 2 éléments clés, les sous-traitants, les gens derrière les claviers et les locaux. Donc dans les grandes entreprises, toutes ces fonctions sont séparées. Le RSSI, il est jugé parti parce que 80% dans les grandes entreprises françaises, il est au sein de la DSI. Et pour moi, ça, c'est un non-sens total. Moi, j'ai beaucoup bossé dans le nucléaire. Il faut séparer contrôleur et contrôlé, c'est fondamental. Et moi, en allant dans les entreprises, donc je fais des audits et je vois tous les problèmes humains qui existent dans des conflits, je dirais, des conflits entre le DSSI et le RSSI. Le DSI et le RSSI. Le RSSI, quand il est dans la DSI, ne s'occupe que de l'informatique de l'entreprise. Il n'a pas une vision de tout l'ensemble. Et en Israël, en fait, il y a pas mal de grandes entreprises qui ont fait ce saut, donc qui ont nommé en fait un monsieur sécurité globale qui couvre toutes les fonctions de sécurité. Pourquoi ? Parce que le RSSI, j'aime pas tellement ce mot, parce qu'en fait, pour moi, la SSI, c'est vieux, c'est protect, c'est protéger. La cybersécurité, il y a beaucoup plus que protéger, c'est comprendre, cyber-intelligence, c'est détecter, réagir. Et ces 3 fonctions sont des fonctions qui sont nouvelles et qui ne sont pas dans la DSI, et qui sont le cœur de la cybersécurité de l'entreprise. Et donc, il faut trouver le bon monsieur qui va couvrir toute la sécurité de l'entreprise, dont la sécurité du numérique. Il faut arrêter de cloisonner tout. Il faut mettre... Alors, le problème, c'est que c'est compliqué de trouver la bonne personne, voilà, mais c'est tout. Et je pense que ça, c'est un élément clé de la gestion du risque. Alors, je sais que ça ne plaît pas du tout au SIGREF, parce que les DSI ne sont pas contents de se voir... Voilà, mais pour moi, c'est fondamental dans la gestion du risque. Ce qui est certain, c'est que... Il y avait une question ici aussi devant. Merci Bernard. L'approche de la partie cyber se fait effectivement, dans mon entreprise, par le risque. Donc effectivement, quand tu approches par le risque, tu gères l'ensemble des risques. Tu n'as pas uniquement le risque cyber, tu as le risque, je sais pas quoi, RH, le risque réputationnel, le risque événement climatique majeur, le risque terreau, tous les risques. Et donc, je te rejoins, c'est qu'avec la numérisation et la digitalisation des entreprises qui a explosé avec le Covid, aujourd'hui chacun a son laptop, ce qui n'était pas le cas du tout avant, et chacun travaille de chez lui. Donc en fait, effectivement, les faiblesses sont majeures aujourd'hui, en tous les cas, ou béants. Et pour un hacker ou quelqu'un qui va attaquer, il va aller par la voie la plus faible, et donc par ce biais-là. Donc c'est pas forcément sur le réseau de l'entreprise, mais il va rentrer par voire un des employés, voire un des clients. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, sur la partie, comme tu as raison de parler de RSSI, on parle de RSSI ou de CTO ou que sais-je, en fonction de l'acronyme que l'on utilise. Mais dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est encore rattaché effectivement à la partie IT. Bonjour, Laurent Vibert, dirigeant du cabinet Nitidis, qui est spécialisé en communication de crise, et notamment en crise cyber depuis quelques temps. J'ai pas entendu beaucoup parler de la communication, justement, de la direction de communication dans le CODIR, en lien en amont, pendant et après les crises, où j'ai l'impression depuis plusieurs années avec les entreprises que l'on assiste, et même chez celles où on intervient comme en préparation d'exercices de crise, que cette liaison, cette transversalité existe vraiment, et on a, vous l'évoquiez, je l'ai entendu, un problème de compréhension aussi des termes techniques. Là, si on vous écoutait, depuis qu'on vous écoute, celui qui ne sait pas du tout ce que c'est que le cyber et l'informatique, il est perdu.
Et ça, on s'en rend compte quand on intervient auprès des clients, grands groupes et petits, qu'il y a une incompréhension et que la com est demandée quasiment au dernier moment pour aller faire un communiqué de presse, pour savoir comment communiquer, avec quels outils, comment vous abordez cette alliance de la com d'un point de vue stratégique dans le CODIR avec les spécialistes de cyber. C'est ma question. Je vous remercie. Alors, je réponds sur la partie langage. On s'est posé la question quand on a préparé cette table ronde. On savait qu'on avait une audience de gens qui sont plutôt aguerris au sujet. Donc, effectivement, on ne s'est pas gêné pour utiliser des termes techniques. Néanmoins, et on l'a dit à plusieurs reprises, hein, la pédagogie, ça passe par l'usage d'un langage beaucoup plus accessible et beaucoup plus compréhensible. Et votre question est super pertinente sur la communication, et je pense que communiquer sur le risque cyber, ça n'est pas seulement face à la menace, c'est aussi communiquer sur la manière dont on se protège, donc sur les outils qu'on va mettre en place. Et il y a encore aujourd'hui, on le sent avec nos clients et avec les comités de direction de nos clients, il y a encore une vraie pudeur ou une vraie peur à mentionner le fait qu'ils font appel à à des entreprises pour se protéger. C'est assez étonnant à ce stade. Je vais dans le sens de Fanny. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans les grands groupes ou dans les entreprises, il y a effectivement peu de communication sur ce qu'on peut faire en termes de protection de l'entreprise. Et il y a aussi un autre levier qui est très important, qui est l'exercice de gestion de crise. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner pour voir à quel point les mesures qu'on met en place permettent à l'entreprise de revenir rapidement à la normale ou réduire au maximum les impacts. Et dans ces exercices de gestion de crise, il y a effectivement un volet communication qui est absolument clé. Je vais compléter, du coup, dans mon propre rôle. Je pense que la communication est très importante parce qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est la dimension humaine. La prévention, ça commence par tous les salariés de l'entreprise et de leur écosystème, mais là, on en a moins la maîtrise. Et donc là, pour le coup, je pense que, en tous les cas, à titre personnel, puisque je porte ces sujets, le travail de communication, de faire comprendre, de faire savoir, d'entraîner les personnes est extrêmement important dans le cadre de la prévention. Et là, pour le coup, effectivement, il faut rendre les choses compréhensibles par tous. Et c'est un travail qui est extrêmement important. Un problème de formation, si je pense, au-delà de la communication. Oui. Dans l'entreprise, il y a un problème de formation des employés, avec des e-learning ou que sais-je. Mais en tous les cas, un e-learning obligatoire lorsque tu es engagé dans la boîte, de façon effectivement à s'assurer qu'au moins il y a un minimum de connaissances basiques sur la façon dont on peut se protéger. Et peut-être juste, je souscris avec... Dernier point, parce qu'il faut que je gère le temps. Rapidement, je souscris avec ce que disait Fanny, c'est-à-dire je ne comprends pas encore les entreprises qui utilisent des mécanismes défensifs qui ne sont pas des mécanismes très confidentiels, dans la gestion de risque, etc. On ne parle pas de choses qui protègent le réseau, et qui ne souhaitent pas en parler. Nous, on a 30% de nos clients seulement qui acceptent de montrer qu'ils travaillent avec nous. Et je pense que c'est pareil. Enfin, nous, on est ravis, par exemple, de dire qu'on est sous contrôle, sous Bug Bounty, Yogosha en permanence. Et voilà, c'est un message pour ceux qui nous écouteraient. Alors, j'ai une question à distance, alors pour le coup, elle est très large. Donc, je vais demander juste à Fanny de répondre. Quelles sont les nouveautés dans le paysage cyber français? C'est vraiment une question très, très large. Donc, je ne sais pas comment tu vas répondre à cette question. Bien, j'ai envie de mentionner le Risk Summit. Ça, c'est une belle nouveauté. Voilà, ce que tu organises aujourd'hui. Je pense qu'une autre nouveauté que j'ai envie de mentionner, c'est la manière dont les technologies comme celle de Maxime Citalide ou comme Yogosha, nous sommes en train de nous consolider, nous sommes en train de grandir et d'être de plus en plus visibles, alors à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle internationale. Et je pense que ce mouvement de renforcement, de consolidation ne fait que commencer. Oui, j'ai envie quand même de citer la création du campus cyber, parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas citer cette initiative nationale de cohésion, de cohérence de tous les acteurs de la cybersécurité. Et donc, une dernière question dans le public avant de conclure. Merci, bonjour. Jean-Céric Cantournet, président de Keloni. Keloni étant la première agence européenne de notation du risque. Tout d'abord, merci pour la qualité et la précision de vos interventions. J'aurais une question que j'aurais souhaité poser à Fanny, si vous le permettez, mais qui est ouverte, bien évidemment. Elle sera très rapide. Quelle est, selon votre expérience et votre vécu, la différence que vous avez trouvée vis-à-vis de la perception du risque et de ce que le factuel a ensuite révélé?
Du point de vue des comités de direction de nos clients ou au global Absolument. De mon expérience, cette différence est en train de se réduire. La prise de conscience est réelle. Je pense que le contexte du confinement a joué beaucoup, l'actualité récente également. Donc cette différence entre la perception et le réel est en train de se réduire. Et c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le risque est de plus en plus prégnant. Mais c'est une bonne nouvelle d'un point de vue de la maturité dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, je remercie tous les participants de cette table ronde et tout le public pour ces questions et ces échanges riches.